Radio Foot International, Hugo Moissonnier. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Comme chaque vendredi, le Café des Sports de Radio Foot ouvre ses portes. Vous avez vu de la lumière, eh bien entrez, c'est celle de votre écran peut-être cette lumière, puisque vous le savez, nous sommes dans votre transistor, bien sûr, nous sommes aussi dans votre tablette, votre téléphone, votre ordinateur. Venez vous délecter de notre Facebook Live. Les caméras sont installées pour filmer les vedettes, bien sûr les vedettes du Café des Sports. Bonjour Habib Bey. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Rémi Gonneau, vous êtes aussi une vedette, vous inquiétez pas. Bonjour Rémi. Ah, bonjour. Voilà, mais c'est la grande vedette. Oh allez, 50-50. Pour l'instant, on verra par la suite. Une équipe de foot est composée de vedettes, elle est aussi composée de porteurs d'eau. Mon cher Hervé Penaud, vous êtes d'accord? Bonjour Hervé. À la vôtre. Je ne suis absolument pas d'accord, mais c'est pas bien grave. Non, l'eau vous la portez, vous ne la buvez pas. Non. Au Café des Sports, Si, qu'on soit bien d'accord. Je ne bois que de l'eau et c'est pour ça que j'ai de telles analyses d'ailleurs. Une équipe, c'est aussi un capitaine, le chef du service des sports de RFI par exemple. El Refe, Alejandro Valente. Bonjour Alejandro. Bonjour à tous. Un grand merci à l'équipe qui s'active dans les coulisses, le staff, Laurent Salerno, David Finzel, Pierre-Olivier Guérin, Souel Kédir, Laure Temperville, Radio Foot, le Café des Sports. On va lancer la première tournée. Griezmann avec ce ballon disputé par le gardien, l'égalisation est validée. Oh, attention, l'égalisation validée par l'arbitre. Les Moldaves sont fous furieux. Il fallait que tout le monde se remette en question parce que la première mi-temps n'était pas du tout bonne. L'arbitre de la rencontre n'a pas hésité une seule seconde, il accorde un penalty au bleu. Olivier Giroud qui s'élance, qui frappe et c'est dedans. Le contre-pied parfait. Olivier Giroud libère l'équipe de France. 2-1 pour les Bleus alors qu'ils étaient en difficulté depuis le début de cette partie. On sait qu'on a fait une première mi-temps qui n'est pas de notre niveau. En deuxième mi-temps ça allait beaucoup mieux, il y avait plus de vitesse dans les transmissions. Et voilà, le principal, c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est la victoire et les 3 points. Sans surprise, je vous sers en entrée la petite victoire des Bleus face à la Moldavie hier. Vous l'avez vécu, chers auditeurs, en direct sur RFI. Le plus important, on le rappelle, avait été assuré avant le coup d'envoi, la qualification pour l'Euro 2020 à un match de la fin. Merci l'Islande au passage. Reste à consolider pour les Bleus la première place du groupe. Ce sera contre l'Albanie dimanche. La prestation des Bleus au Stade de France face à des Moldaves annoncés comme très faibles hier a suscité quand même pas mal d'interrogations. Notamment concernant quelques individualités. Nabil Djellit était à votre place hier et il a soulevé un lièvre. Le lièvre va vite, mais ça ne suffit pas forcément. Ouais, Antoine, est-ce que vous trouvez qu'il y a des excès d'individualisme ou pas par séquence de Kylian Mbappé? C'est une question que je me posais. C'est exactement la réflexion que je me suis faite. On sent qu'il a envie de bien faire. Et le problème de Kylian Mbappé quand il veut bien faire, c'est qu'il a tendance à en faire trop. Et il y a souvent des mauvais choix et il y a souvent effectivement une volonté de faire la différence tout seul ou à essayer de trouver la passe absolument miraculeuse alors qu'il y a beaucoup plus simple à faire. Et Kylian Mbappé est un petit peu décevant. D'ailleurs, il n'est pas décisif sur cette partie et ça veut dire beaucoup quand Kylian Mbappé n'est pas décisif dans un match comme celui-là. La question pertinente forcément de Nabil Djellit, l'analyse tout aussi pertinente d'Antoine Grenier, vous la partagez, Habib Bey. Décevant, Kylian Mbappé hier? Je la partage, mais pas tout le temps, parce que je trouve que hier, ce qu'a fait la Moldavie, c'était mettre énormément de densité à l'intérieur du jeu. Et je trouve que Kylian est souvent venu justement à l'intérieur du jeu essayer de trouver des connexions avec Griezmann. Et il est rentré en fait face à un mur, alors qu'on a pu voir que lorsqu'il a pris un petit peu plus de largeur et qu'il est du coup en 1 contre 1, il a fait de meilleures différences. Je crois que ça relance un petit peu le débat. Est-il mature pour devenir un numéro 9 ? Ça montre que lorsqu'il est face à des blocs bas, à des blocs denses, il a quelques difficultés parce que du coup, l'espace, vous ne l'avez plus. Alors oui, il a des qualités de dribble, mais c'est vrai que hier, sur la première période, on a l'impression qu'il tente beaucoup. Il tente des choses qui sont parfois difficiles, mais on ne peut pas s'offusquer aujourd'hui de le voir tenter des choses difficiles, sachant que parfois, on se dit, dans un petit périmètre, il est capable d'éliminer n'importe quel joueur. Donc c'est à lui de trouver le curseur entre le faire et le faire bien, et avoir une efficacité maximum sur tous les gestes qu'il tente. Maintenant, pour moi, le déchet, c'est Kylian Mbappé ne me dérange pas plus que ça. Ce qui me dérange, c'est qu'il n'arrive pas en fait à s'adapter
assez vite à des situations qui vont être face à lui et qui vont se multiplier dans le futur puisqu'il est un grand joueur. Et ce qu'a fait la défense Moldavie hier... regroupée de la Moldavie, par exemple. Pardon ? Typiquement, la défense regroupée de exactement, la la Moldavie. Moldavie hier, ils se disent il vaut mieux qu'on condense dans l'axe et qu'on laisse à la rigueur les côtés libres. C'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, Benjamin Pavard a touché 140 ballons, record d'un joueur en équipe de France. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient complètement abandonné les côtés, donc forcément les joueurs de côté avaient de la liberté. Et ce qui m'a pas plu dans le jeu de Kylian, c'est que justement il est venu dans cet entonnoir qu'avaient mis les Moldaves pour essayer de trouver des connexions. Là, à ce moment-là, si je suis entraîneur, et j'ai entendu plusieurs fois, et vous l'avez tous entendu, Didier Deschamps dire à Kylian Mbappé, prendre l'espace, parce qu'à chaque fois qu'il s'est retrouvé en 1 contre 1 sur le côté, du coup, il a fait des différences. À l'image du centre pour Giroud qui a été dégagé par la défense des Moldaves. Donc c'est ça qui me dérange un peu, c'est de me dire, il grandit, et il va falloir qu'il s'adapte très très vite à ce type de situation. Alors, vous allez dire que je m'acharne sur Kylian Mbappé. Son dernier match avec le PSG en date, c'était contre Bruges en Ligue des Champions, au Parc des Princes. Il n'avait pas été bon. Il y a eu également des blessures, des déclarations qui n'ont pas plu. C'est pas forcément la meilleure période de sa jeune carrière qu'il est en train de traverser, Kylian Mbappé, Rémi Ngono. Ne me regardez pas comme ça. Vous n'aimez pas que je dise du mal de Mbappé? Non, parce que je ne partage nullement aucun point de vue depuis hier. Tous ces bâtons qu'on est en train d'utiliser pour fouetter Kylian Mbappé, oubliant que c'est quelqu'un qui joue dans un système de jeu qui est imposé par Didier Deschamps. Didier Deschamps, aujourd'hui, on me parle d'un mur moldave. Est-ce que la Moldavie a une grande défense? Non, les autres en dehors marquent 2 buts à la Moldavie. On vient dire le mur, quel mur? Et avec quel mur? La motivation n'est peut-être pas la même. Le problème, c'est que Kylian Mbappé, c'est un joueur qui va très vite. Or, quand on me parle des matchs décisifs, on l'a vu contre l'Argentine. Parce que justement, l'Argentine pouvait laisser ses espaces. Et Didier Deschamps a façonné une équipe de France pour subir et aller en contre-attaque. Résultat des courses, Kylian Mbappé veut jouer avec un homme qui, en tout et pour tout, ne sait jouer qu'un poteau. C'est un piquet qu'on appelle Giroud, qui ne bouge pas. Et partout, ils viennent se croiser là. Ce que je dis que Kylian Mbappé, qui est sollicité par le Real Madrid, Kylian Mbappé, qui est sollicité par le FC Barcelone, Kylian Mbappé, qui tape à l'œil de Pelé, Kylian Mbappé, qui est actuellement ce qu'on peut dire l'avenir de la France. Parce que quand on me parle de Kylian Mbappé, je vois ce que Griezmann est en train de faire. Il attendait les passes de Messi hier. Comme d'habitude, il ne trouve jamais personne pour lui donner les passes. Et on dit, non, c'est Kylian Mbappé qui a 20 ans. C'est à lui le problème. Non, le problème c'est quoi? Kylian Mbappé joue avec des gens qui sont mauvais. Et comme le dit un proverbe africain, quand vous marchez avec des boiteux, vous apprenez à boiter. Non, en termes de mauvaise foi, c'est Ah non, exceptionnel. là, je crois que tu ne peux pas aller plus loin. C'est-à-dire m'expliquer Griezmann mauvais, comment mauvais. En clair, il rate son match, mais c'est parce que les autres sont nuls. Voilà, c'est Il va dans l'axe parce que les autres sont nuls. Du monde, hein, Et en pas... plus, on arrive à mettre même une petite couche à Deschamps en expliquant que Deschamps est totalement idiot puisqu'il lui fait faire n'importe quoi. Alors que ou même à Deschamps, Giroud tout le qui match, lui a demandé Giroud qui justement marque. d'écarter pour utiliser sa vitesse. Non, mais ce qui est sûr, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'Kylian Mbappé est un jeune joueur. Donc petit à petit, il va apprendre toutes ces situations de jeu. C'est-à-dire que lui, tout allait tellement vite pour lui, il est bon tellement souvent qu'on a l'impression qu'à un moment, il n'a jamais de mur. Mais si justement, là, ce n'était pas le mur moldave, mais c'est son mur personnel. C'est à un moment, il croit qu'il peut prendre des responsabilités sur absolument tous les matchs. Et c'est là où il y a un problème pour lui, et c'est là où c'est le problème Mbappé, c'est que d'une certaine manière, on lui laisse un peu tout faire parce que c'est compliqué de s'opposer à lui parce qu'on sait que c'est la vedette de demain et c'est déjà la vedette d'aujourd'hui. Et à un moment, il va falloir le recadrer. Mais moi, je le pense suffisamment intelligent pour réanalyser ses matchs après. Et quand on me dit qu'il a fait tout mal, entre guillemets, je ne suis pas 100% d'accord. Et notamment cette remise sur Digne, sur le 1-2, moi je trouve que ça c'est d'une finesse technique et d'une intelligence. Voilà. Parce qu'à ce moment-là aussi, il aurait pu se retourner et pas partir vers le but. Parce qu'il a fait la première chose qu'il a pensé, il a vu Digne partir. Et en plus, elle est juste, ça passe. Donc ça veut dire qu'il en est aussi capable. Donc je pense que dans un tout, effectivement, il rate son match hier, comme beaucoup d'attaquants, en difficulté face à ce bloc bas. Mais d'un autre côté, moi je le crois capable justement de hausser son niveau grâce à ce type de match, même contre des équipes faibles. Et Messi n'a pas toujours été tout le temps bon, Ronaldo n'a pas toujours été tout le temps bon, et ben, il faut aussi que lui passe par ces phases d'apprentissage, et puis à lui d'avoir l'intelligence de l'analyse. Alejandro. J'aime pas non plus beaucoup attaquer un joueur exceptionnel qui n'a que 20 ans, mais
Mais je Mais pense vous aviez que... regretté, allez, je trahis le secret du bureau de Radio Foot, qui pourtant est sanctuarisé comme un vestiaire d'une grande équipe. Sa relation avec Griezmann, par exemple, elle ne vous a pas beaucoup J'avais plu? l'impression que parfois, Griezmann, Mbappé, Giroud se marchaient un petit peu sur les pieds. Ils jouaient trop proches les uns des autres, alors qu'ils auraient mieux fait d'écarter davantage le jeu, comme le proposait Habib. Après, la seule chose que je dirais de Mbappé, c'est que parfois, j'ai l'impression qu'il devrait penser plus collectif et qu'il a tendance beaucoup vous mettez les pieds dans le plat. à se regarder jouer. Vous êtes d'accord avec ça? À ma droite, Habib. Oui, mais c'est un joueur qui est tellement habitué à toucher le ballon et c'est des joueurs qui ont besoin de toucher le ballon. Et je pense que la progression de Kylian, c'est aussi de se dire peut-être que pendant 3, 4, 5 minutes, je ne vais pas être impliqué dans une action, je vais prendre un petit peu de distance, je vais me faire oublier. Messi le fait très bien. On dit Messi touche le ballon tout le temps. Mais Messi, il a aussi cette qualité parfois d'être capable de se faire un petit peu oublier d'un match. On se dit, il est où? Et puis d'un seul coup, il y a une fulgurance. Et je pense que Kylian veut toujours être impliqué dans le jeu de l'équipe de France. Quand le ballon est à gauche, il vient à l'intérieur, il va vouloir le toucher, il va décrocher. C'est pas forcément un reproche qu'on va lui faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit essayer de se dire, ok, là ils ont mis de la densité, est-ce que je vais pas un petit peu plus m'écarter, me faire oublier de façon à trouver un petit peu d'espace? Parce que sa qualité aussi, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon dans les petits espaces, mais sa qualité première, comme l'a dit Rémi, c'est de rechercher ces espaces-là. Et ces espaces-là, si vous ne les avez pas, il faut vous les créer. Il faut vous les créer par votre positionnement. Et je pense que Kylian, sa progression, elle est là, parce que le joueur est d'une qualité immense. Et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, c'est typiquement français de taper sur ce qu'on a construit et ce qu'on a mis tout en haut. Non, mais ces déclarations n'ont pas toujours été heureuses. Ces sorties médiatiques, je reviens un peu là-dessus, il a été perçu comme un petit peu arrogant. Oui, mais ça fait partie un peu du personnage. Mais que voulez-vous? Il a 20 ans. Vous l'avez mis, on l'a mis, vous. De manière générale, on l'a mis complètement au sommet. Et ce qui est normal. Mais c'est logique aussi que lui, par moment, il prenne un peu la grosse tête. Vous n'avez pas un joueur de son âge qui est capable de rester les pieds sur terre avec tout ce qui lui arrive. C'est-à-dire que c'est un joueur hors norme, comme Messi, comme Ronaldo. C'est des joueurs, il faut les juger différemment des autres. Malheureusement, c'est comme ça. Mais moi, j'adore cette analyse-là, en fait, d'Abi, parce qu'en fait, je suis tout à fait d'accord. C'est peut-être pour ça que je l'adore, d'ailleurs. C'est que si vous faisait de la boxe, en gros, c'est le type qui recherche le chaos en permanence. Voilà, alors qu'un combat, ça se construit. Et ben voilà, et ben lui va apprendre maintenant que parfois, il faut accepter d'être un peu moins dans la lumière sur des coups, mais ce qui va lui permettre de briller doublement sur d'autres coups. Et dans ce cas, vous avez vu qui briller dans cette équipe de France. C'est ça le problème. Griezmann a quand même fait quelques bons matchs en équipe de France. Griezmann? Ah non, tu penses pas? Attendez, en fait, je me me suis rendu compte du monde, les Français. Je me suis rendu pas compte. une petite équipe. Je me suis rendu compte que Griezmann, qui disait qu'il mange sur la table de Messi et de Ronaldo, ne peut même pas être leur serveur. Puisqu'aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé qui est la star et c'est sur lui qu'on tape. Moi, quand on me dit que voilà quelqu'un qui a quand même fait un assez bon match, mais Kylian Mbappé, vous avez dit... Personne n'a dit qu'il avait fait un assez bon match. Vous avez dit tout de suite, vous avez relevé tout de suite quelque chose. La remise, c'est la meilleure, c'est-à-dire que la façon qu'il remet la balle, bien sûr, par exemple, à Lucas Digne. Et surtout, les gens oublient qu'il a provoqué également, il a créé des fautes. Beaucoup de gens ignorent aujourd'hui que si le Barça marque, c'est parce que les gens créent des fautes pour que Messi vienne tirer un coup franc. Mais si vous avez dans une équipe personne qui ne peut savoir tirer un coup franc et que c'est Giroud qui va se précipiter parce qu'il ne joue pas à Arsenal pour essayer de marquer un Arsenal, ça fait un bon bout de temps. À Chelsea, il n'a pas joué à Chelsea, il n'a pas joué à Arsenal. Je comprends mieux ta vision du football. Si tu étais arrêté il y a 4 ans au foot. Ah bon? Ah oui, parce que vous savez, il n'a jamais joué à Chelsea, il n'a joué qu'à Arsenal. La dernière fois qu'il a été à Chelsea, ça a été 29 minutes. C'est ce qui s'appelle savoir rebondir. Depuis le début de la saison. Donc, on se souvient de Giroud quand il était à Arsenal et non à Chelsea, puisqu'à Chelsea, il est un porteur de sac. Donc, il a pas été meilleur buteur de la Ligue Europa. Une équipe de cette envergure, où le milieu de terrain, on voit certes que Tolisso n'est pas ce qu'on pouvait imaginer, on se rend compte que c'est lui qui était un peu au niveau, c'est N'Golo Kanté. Et il n'est pas là pour donner de très bons ballons. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais constater que celui qu'on appelle aujourd'hui la tête de Turc, donc Kylian Mbappé, il est obligé de redescendre pour chercher des ballons. Mais s'il a souvent fait, c'est-à-dire qu'il redescend pour prendre des balles. Mais moi, je dis, le match de Kylian Mbappé,
Certes, il a raté 2 dribbles. Et les gens se mettent à juger quelqu'un sur 2 dribbles. Je vous fais comprendre que... C'est pas juste sur les 2 dribbles. Et puis, comme je le disais, il a aussi raté sa dernière sortie avec le Paris Saint-Germain. On a le droit aussi de critiquer Kylian Mbappé. C'est pas forcément la faute de tous les joueurs qui l'entourent s'il rate un match. Et ça peut arriver. C'est plutôt sain qui rate des matchs, moi je trouve. Au contraire, parce que dans une progression, il y a toujours des matchs qu'on rate. On ne pas les critiquer d'ailleurs. On a le droit de critiquer tout le monde. Ils sont payés pour qu'on les juge aussi. Et quant à Giroud, il a quand même remporté une Ligue Europa, la saison passée. Il a terminé meilleur buteur. Et puis vous asseyez à quelle table? Vous passez celle de Messi ou de Ronaldo? Celle du café des sports? Celle du réfé, lui. Celle du réfé. Et qui est votre serveur? Merci. En tout cas, Rémi Ngonou, il est bien lancé votre café des sports. J'apprécie le mot de la fin. Oui, parce que sur une des quelque actions chose qu'il a eu dans l'axe, notamment quand il fait des éliminations qui ont fonctionné, simplement c'est sa frappe après qui n'a pas marché. Et sur 2-3 fois, si notamment sa frappe du gauche, il la met vraiment au-dessus, s'il marque sur ce but-là, tout le monde dit waouh, c'est assez phénoménal ce qu'il a fait sur ce coup-là. Donc bon, il n'a pas fait un bon match, même en dessous de la moyenne, on va dire, mais il n'empêche que tout n'était pas acheté. Et simplement, c'est que lui, moi, c'est des axes de progression. Et heureusement, on reparlera de Kylian Mbappé quand il aura 25 ans. Et vous allez voir des matchs aujourd'hui, vous direz oh là, mais on parlait de lui comme ça, alors qu'aujourd'hui, il est 10 fois supérieur à ce qu'il faisait à l'époque. Bon, il aura peut-être l'occasion de se rattraper, de marquer même, pourquoi pas, contre l'Albanie. Albanie-France, dimanche, dernier match des éliminatoires de l'Euro pour les Bleus. L'objectif, la première place du groupe, ça pourrait compter au moment du tirage au sort. Promis, on va se régaler, on suivra ça en fil rouge sur RFI. Les éliminatoires de l'Euro, c'est bien. Ceux de la CAN 2021, c'est mieux. Encore mieux. Exactement, mon cher Abel Penaud. La Côte d'Ivoire en lice demain, entre en lice même, demain devant son public contre le Niger. Depuis que les pages, et quelles pages, Drogba et Yaya Touré ont été tournés, les éléphants n'ont que trop moyennement régalé. Échec lors de la CAN 2017, lors des qualifications au Mondial 2018. Parcours honorable en Égypte l'été dernier. L'aventure avait tout de même pris fin en quart de finale contre l'Algérie, le futur vainqueur. Rien d'infamant. Le temps de la relève est-il enfin venu, Habib Beye, pour les éléphants de la Côte d'Ivoire? On a ce débat très souvent. Je pense que. Oui, parce qu'on les attend, on les a beaucoup aimés. Donc on les Encore attend. une fois, j'avais été en Côte d'Ivoire et j'avais parlé avec les journalistes ivoiriens. Et je leur avais dit, quand on connaît une telle génération de talents, et on les a vus, Drogba est parti, ensuite on avait toujours Kolo Touré, Yaya Touré. Cette équipe a gagné la CAN, vous l'avez dit, en 2017 avec Hervé Renard. Et En 2015. En 2015, pardon, 2017 justement, Ouais, c'est le début 2015, autant pour moi. des difficultés. avec Hervé Renard. Et du coup, essayer de revenir après avoir perdu autant de grands joueurs, ça prend du temps. La nouvelle génération, on parle des PP, on parle des Zaha, vont prendre un petit peu de temps pour devenir les joueurs qui ont été, par exemple, peut-être des Yaya Touré, des Kolo Touré, des leaders aussi pour ce pays. Il y a beaucoup de pression sur la Côte d'Ivoire. Moi, je suis un petit peu inquiet parce qu'on se dit on a vu une équipe à un tel niveau qu'aujourd'hui on est déçu de voir les résultats ivoiriens, mais je me dis qu'il faut attendre peut-être que ces joueurs-là, que le sélectionneur puisse trouver une alchimie et voir si cette équipe peut progresser. Après, bien sûr que si elle ne progresse pas dans le temps, on pourra se poser des questions, comme on s'en pose, par exemple, on s'en est posé pour le Cameroun. Se pose des questions pour le Si, mais qui oserait mais même pour aller plus loin sur le Sénégal, on s'en posera si dans 2 ans, le Sénégal n'est pas performant et capable de réaligner une CAN où elle sera le prétendant final. Ça veut dire qu'on cherche une progression dans une équipe. Le Cameroun a été champion d'Afrique en 2017. En 2019, on n'a pas un Cameroun qui impose une suprématie. La Côte d'Ivoire, c'est un petit peu pareil. On est déçu parce qu'on a connu le sacre de 2015 avec des joueurs extraordinaires. Et peut-être qu'aujourd'hui, cette génération est moins forte et qu'il faut attendre un petit peu que cette génération grandisse. Habib, vous aviez appartenu à une génération dorée du football sénégalais. Vous aviez même atteint la finale de la Coupe du Monde. Et derrière, ça avait été compliqué pour les Lions de la Teranga. C'est quoi les difficultés vraiment pour ces jeunes qui doivent arriver à prendre la relève des glorieux anciens? C'est de retrouver des Fadiga, de retrouver des El Hadji Diouf. Oui, mais c'est une histoire de niveau, tout simplement. La réalité est là. Hein. Quand on voit aujourd'hui le Cameroun, ils ont été champions d'Afrique, mais quand vous perdez des Samuel Eto'o, vous perdez des Rigobert Song qui sont des vrais leaders aujourd'hui dans une équipe, les remplacer, c'est pas simple. Et je pense que pour toutes les générations, c'est un petit peu le cas. Rappelez-vous de France 98, il y a eu 2002. Ensuite, derrière, ça a été compliqué pour les équipes de France. Donc, et là, aujourd'hui, de nouveau en équipe de France, il y a une génération dorée qui a été championne du monde.
c'est un petit peu le cas pour toutes les sélections. Ce qui est vrai, c'est que quand on voit la Côte d'Ivoire, bon, il y a des talents quand même dans cette équipe. Mais est-ce que c'est à la hauteur de ce qu'on a connu? Je ne pense pas. Il faut leur laisser du temps aussi pour grandir. Regardez, Pépé a des problèmes à Arsenal. Bon, bah, c'est censé être le leader d'attaque aussi de cette équipe de Côte d'Ivoire. Donc ça montre aussi que ça prend un petit peu de temps pour arriver au plus haut niveau et surtout sur le niveau international. Oui, parce que quelques joueurs aussi ont déçu après des transferts. Je pense à Kessié, Seri, Bailly, qui n'ont pas tout à fait atteint le niveau escompté. Hervé Penaud, l'Ivoirien. On peut vous appeler comme ça. Oui. Vous en pensez quoi? Oui, c'est certain. C'est-à-dire que quand vous avez une génération dorée entre la génération ASEC, enfin toute la formation de Jean-Marc Guillou plus Didier Drogba, vous aviez des monstres. Hein. Il faut se rendre compte que le niveau de ces joueurs-là, c'est-à-dire que c'était exceptionnel. Et finalement, ils ont gagné la CAN l'année où on l'attendait le moins. C'était en 2015, quand là, beaucoup Drogba n'est déjà plus là. Drogba n'était pas là. Colo était encore là, heureusement. Seredi avait été énorme. Alors lui, il n'était pas de la formation à sec, mais lui avait été aussi énorme au milieu de terrain. Et c'était une autre composition d'équipe, avec Hervé Renard qui avait donné sa chance aussi à pas mal de jeunes, Bailly à l'époque, Canon, etc. Aujourd'hui, il faut rechercher ces joueurs-là. Moi, je trouve qu'il y a une erreur qui a été faite dans cette reconstruction, c'est la volonté de se passer de Gervinho. Gervinho, il fonctionne très très bien à Parme. C'est pas quelqu'un qui pose problème dans un groupe. Il est énorme. Alors, quand je dis énorme, il est très bon avec Parme. Il a toujours été énorme en équipe nationale. Pour moi, c'est l'un des joueurs les plus réguliers des 10 années de la grande époque de la Côte d'Ivoire. Il a toujours été bon. Et alors, bizarrement, sur des problèmes peut-être d'équilibre, on se dit ça va poser des problèmes parce que ça va peut-être moins mettre en lumière Pépé, peut-être moins Kodja, peut-être Zaha, etc., Gradel, et on se prive d'un joueur comme lui. Moi, ça me paraît assez hallucinant parce qu'il a vraiment lui d'autant l'état qu'il d'esprit portait et l'âme le brassard de capitaine. Bien sûr, il serait capitaine probablement s'il était là. Oui, mais vous savez aussi les soucis que le brassard de capitaine a déjà posé en équipe de Côte d'Ivoire. Ça a toujours été une guerre pendant des années et des années. Marc Wilmots l'a appris à ses dépens. Oui, il a compris ce que ça pouvait provoquer effectivement en interne. Donc ça déjà, je pense qu'il aurait fallu qu'il y ait un peu ce lien avec le passé. Bon, il y en a d'autres, Gradel, etc. Et sinon, sur le plan individuel, il y a quand même des joueurs encore de bon niveau. Simplement, ils sont un peu dans le creux de la vague en club. Je pense à Aurier, par exemple, en club, qui a un peu de mal avec Tottenham, même s'il joue via la blessure du titulaire habituel. Et on sent qu'ils ont besoin. Pépé, c'est l'exemple type où on attendait beaucoup de lui. Pour l'instant, il a encore vraiment pas démontré grand-chose avec la Côte d'Ivoire. C'est le tout début avec Arsenal. Mais n'oubliez pas aussi. que la dernière CAN, les Ivoiriens n'ont pas été ridicules non plus. Alors c'est vrai que contre le Mali, ça passe à rien, faut dire la vérité. Mais après, contre l'Algérie, ils peuvent aussi passer. Donc ils sont encore, ça reste quand même une équipe de haut niveau. Maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus un engouement extrême derrière. Là, demain, c'est billets gratuits. Hein. On va donner les billets gratuitement pour que les gens aillent au stade. Ce qui prouve quand même, j'imagine, qu'il ne devait pas y avoir un engouement autour du match exceptionnel. Maintenant, il va falloir gratter petit à petit, retrouver une défense de fer. Là, il y a des absences importantes, Bailly, Conan, etc. Donc il va falloir aller un peu plus haut et que Bohou soit le dernier rempart qu'on peut attendre de lui, qui remette un peu la machine en marche. Rémi Ngono, c'est le moment d'amorcer un nouveau cycle glorieux, victorieux pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Vous y croyez? Je n'y crois pas parce que c'est une équipe assez épileptique qui évolue. C'est original comme image. Je ne comprends pas. C'est-à-dire aujourd'hui, on les voit debout, après ils se fondrent, on ne comprend pas et au-delà de ça, il n'y a pas une ligne directive. C'est vrai que j'ai vu leur match, je crois le 13 octobre dernier, c'était contre la RDC où ils gagnent. Ouais, c'est bon le seul match où il y a un bon fond de jeu. Mais lorsque vous prenez, et comme justement Habib était en train de le dire, lorsque vous regardez dans cette équipe de Côte d'Ivoire, quand on me parle de la progression, je vois plutôt la régression. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, Eric Bailly, Canon, c'était l'avenir, la défense de fer de la Côte d'Ivoire. Mais là, eux tous, c'est le rien du tout. Non, Bailly est blessé. Il y a même eu Boni qui est porté disparu. Je parlais de Jean-Michel Seri, pris RFI Magui Info en 2017 et qui n'a pas confirmé. On l'a annoncé au Barça, il n'a pas confirmé. Oui, et pire même, là, ils perdent leur capitaine. C'est-à-dire, celui qui était supposé être celui qui a porté cette hargne, parce que dans le match qu'ils vont jouer contre le Niger, c'est l'adieu à Seredi qui a pris sa retraite après 3 ans dans cette équipe de Côte d'Ivoire. On voyait quand même qu'il apportait quelque chose dans le milieu de terrain. Mais à part ça, vous allez voir que Kodja, qu'on annonce comme actuellement le futur, mais je ne le vois pas. Quand on me parle effectivement de Pépé, c'est une catastrophe. Dans l'équipe de Côte d'Ivoire, moi je n'ai jamais vu un match. Peut-être Zaha. Catastrophe, c'est un petit peu exagéré. Zaha, mais non, Zaha est plus bon que lui. Je sais que l'excès, c'est pas un truc qui te plaît. Zaha est plus bon que lui, tu sais, même dans les dernières sorties. Donc, à une certaine période, j'ai dit, pour un joueur de cette envergure, toutes les lignes
à la défense, vous ne trouvez pas un homme clé. Comme justement, on parlait de Aurier tout de suite. Au milieu des terrains, vous ne trouvez pas un homme clé. Devant, vous ne trouvez pas un homme clé. Alors là, j'ai dit, lorsque vous ne pouvez pas avoir sur les 3 lignes des hommes de base, c'est une équipe qui manque de socle. Aucune grande équipe au monde ne s'est faite sans socle. Le problème, c'est le niveau des joueurs ou bien c'est la manière dont ils vivent en équipe nationale? Parce qu'on peut avoir des bons joueurs et puis il faut créer ce bloc dont parlait Rémi en équipe nationale. C'est là toute la clé. Encore faut-il que ces joueurs jouent régulièrement dans leur club, que ce soit des clubs qui les mettent en confiance. Or, c'est souvent pas le cas, et notamment avec les joueurs ivoiriens, mais c'est souvent le cas avec d'autres joueurs africains ou sud-américains. Ils évoluent déjà loin de leur pays. Et en plus, ils ont des parcours trop irréguliers en club. C'est très difficile de pouvoir assurer une continuité quand on manque à ce point de continuité dans les quotidiens. Surtout, c'est une équipe en fin de cycle. Donc, il ne faut jamais oublier que lorsque vous êtes sur une fin de cycle, vous devez en recommencer. Et ce ne sont pas n'importe quels joueurs qui ont quitté cette sélection. Ce sont des joueurs qui sont très importants pour cette sélection, qui ont été même, en quelque sorte, des leaders charismatiques de cette sélection et de ce pays, qui étaient capables d'endosser une pression sur leurs épaules. Et que peut-être ces jeunes-là aujourd'hui, et on le voit, regardez, aujourd'hui Zaha est arrivé très très vite à Manchester United, mais il n'a pas réussi à percer dans un grand club, du coup il a dû aller aujourd'hui à Crystal Palace. Crystal Palace, on ne peut pas considérer que c'est un grand club en Europe, alors que les Yaya Touré, ça jouait à Manchester City, les Drogba, ça jouait à Chelsea, même si après à la fin, les Okora, et on ne se rend pas compte, mais... Je reviens sur l'aspect Gervinho, mais Gervinho est quand même un joueur qui aujourd'hui joue au plus haut niveau et est titulaire dans son club, même s'il a été blessé dernièrement, mais est titulaire dans son club et que mine de rien, cette expérience, on s'en prive. Alors après, c'est un choix de sélectionneur, encore une fois, moi je ne vais pas le discuter parce que c'est lui qui fait son équilibre. Ce n'est pas un choix de sélectionneur, ce n'est pas le choix de Camara, c'est un choix politique parce que Gervinho a porté quelques critiques et comme en Afrique, les autocrates qui gèrent toujours et le football et la politique, ils n'aiment pas. Soyons mesurés dans les mais non, mais je le dis, dirigeants, je le dis, parce qu'on ne peut pas de façon, c'est-à-dire monopolistique, de façon dictatoriale, dire que parce que tel n'a pas été d'humeur compatible, d'allure compatible, a dit quelque chose qui va à l'encontre du moi. Et pourtant, ce qu'il disait, c'était pour l'intérêt du football ivoirien. Eh bien, on prend Gervinho, on l'écarte alors que ce n'est pas des raisons sportives. Et c'est pour ça que je dis que le football africain, tant que ça va fonctionner avec des individus de cette envergure, qu'à cela ne tienne, dites-moi de ne pas les qualifier d'autocrates, mais je vais les qualifier de pire que ça. La liberté de ton de Rémi Godot dans le Café des Sports, ça va nous jouer des tours un jour, ça nous en a peut-être déjà joué. Côte d'Ivoire, Niger, les éliminatoires de la CAN 2021. On attend, on attend. La Côte d'Ivoire qui devra également en découdre avec l'Éthiopie et nos amis malgaches dans son groupe d'éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Des matchs dans le cadre de ces éliminatoires, il y en aura tout le week-end, il y en aura même en début de semaine et bien sûr RFI vous tiendra informé. Throwing his body in, it's going to fall for Ibrahimovic! Oh, come on! Come on! LAFC have just been Zlatan. Zlatan Ibrahimovic est de 3. Ibrahimovic on the left, hat-trick for the man with all the tricks. Ibrahimovic, it's lovely from Zlatan, it's fantastic! Voilà, ça c'est une vedette à la hauteur du Café des Sports. Zlatan Ibrahimovic, l'Américain, même si son aventure au pays de l'oncle Sam vient de s'achever, elle aura duré près d'1 an et demi. Alors, moi mes statistiques, 58 matchs, 53 buts, j'ai lu 54 aussi. En tout cas, c'est pas mal du tout. Pas de titre ni de distinction individuelle néanmoins à l'arrivée, mais il est venu, il a vu, il a vaincu, a-t-il assuré sur Twitter, avant de dire à ses supporters du côté de Los Angeles, c'est bon, vous pouvez retourner regarder le baseball. Du Zlatan dans le texte, le roi de la punchline. Enfin, les États-Unis, c'était clairement un pays à sa mesure, à la mesure de son ego. Le problème, c'est qu'il n'a pas tant vaincu que ça. Bibey, pas de titre, pas de distinction individuelle. Est-ce que c'est pas un échec du coup pour Zlatan, cet exil américain? Un échec, non, parce que en fait, on se rend compte qu'il on s'y intéressait pas tant que ça, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, j'ai l'impression que je suis pas sûr que les gens aient plus regardé la MLS parce qu'il y avait Zlatan. Ça reste du Zlatan dans le texte. Pour moi, c'est
Ça reste un immense joueur parce que partout où il est passé, il a fait parler de lui. Il a fait parler de lui par ses performances sportives, par ce qu'il dégage aussi autour du sport. Et ne pas oublier que ce sport est un spectacle aussi. Donc, il participe à ce spectacle. Oui, Donc les États-Unis, c'était un bon cadre du coup. Oui. Et puis il a mis des buts sensationnels aussi, qui ont fait le tour de la planète malgré le fait qu'il soit à Los Angeles. Alors c'est vrai, après on peut relativiser, c'est pareil. Est-ce qu'il a permis au Paris Saint-Germain de gagner la Ligue des Champions ? Non, mais il n'est pas le seul non plus. Il y a des grands joueurs qui n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Il y a des grands joueurs qui n'ont pas été Ballon d'Or. Et pourtant, ça n'empêche pas d'aujourd'hui parler de ces joueurs. Donc je pense qu'on parlera de Zlatan. Son passage en MLS a été pour moi très intéressant parce qu'on a parlé de lui. Il a créé quelque chose autour de cette division, mais je pense que cette division a toujours voulu se lancer avec ce type de joueurs. Il y a eu Beckham, il y a eu Zlatan. Oui, ça fait longtemps déjà. Est-ce que ça fonctionne du coup ? Mais non, on se rend compte que ça prend jusqu'à un certain moment, et puis à un moment donné, il y a les limites du sport, et les limites du sport aussi dans son aspect social, c'est-à-dire que le basket, le baseball et le football américain seront toujours plus grands que le soccer, peu importe qui y viendra, même si demain vous envoyez Cristiano Ronaldo et Messi en même temps en MLS, vous allez avoir une interaction qui va se créer. Mais au bout du compte, ça restera le football américain, ça restera le baseball, ça restera le basket devant le soccer. Même si ça progresse. Hervé Penaud, il est happé par les buts spectaculaires de Zlatan qui défilent et qui apparaissent sur votre écran. C'est phénoménal. Si vous regardez le Facebook Live du Café des Sports, Zlatan en MLS, du coup, c'était à sa mesure, comme je le disais. C'était un pays qui aime bien le show, le spectacle. Il l'a assuré. Mais le bilan sportif, il est discutable. D'un petit résumé, un petit condensé de la carrière de Zlatan Ibrahimovic. Quand il dit qu'il a vaincu, il n'a pas tellement vaincu, mais c'est pas très grave. Parce qu'il était à Los Angeles, pas loin d'Hollywood. C'était un personnage hollywoodien. Mais oui, mais c'est génial. C'est-à-dire que vous avez un personnage hors norme. Alors je pense que c'est des gens comme ça aussi qui font venir les gens au stade. Et aux États-Unis, alors c'est vrai que ça sera jamais du niveau du basket, du foot américain, du baseball, l'American Pastime, mais il n'empêche que le foot a quand même des supporters. Comme vous avez une communauté maintenant hispanisante de plus en plus importante, il y a des endroits aux États-Unis où on parle plus espagnol que français, et eux sont fans de foot. Donc il y a vraiment une passion autour du foot. L'arrivée de Thierry Henry, par exemple, à l'Impact Montréal, que je trouve une très bonne idée, entre parenthèses. Bon, mais ça participe aussi de tout ça. C'est-à-dire quand vous ramenez des joueurs, il y a eu des jeunes joueurs, Giovinco est allé là-bas, il y a des joueurs un peu plus jeunes qui à une certaine époque, lui, bon, c'est un ancien. Et moi, je pense que c'est super de voir des types comme ça pouvoir aller là-bas, en plus de rester toujours le même avec ses punchlines, d'avoir fait des émissions américaines, des stars des talk shows, il a aussi balancé 2-3 trucs, ça c'est sympa. Alors nous, de France, on a vu, et de France et d'ailleurs, j'imagine, on a vu que des extraits, quelques buts incroyables, notamment le but qu'il met du talon. En termes d'arts martiaux, il est toujours aussi... il est top niveau, et affûté. Personne s'est arrêté sur le fait qu'en fait, Los Angeles n'a pas gagné non plus le championnat. Non, il a même été éliminé par un autre club de Los Angeles, absolument. Dans lequel joue son rival, Carlos Vela, le Mexicain, passé par Arsenal, et qui lui a été MVP, meilleur joueur de la Ligue. Alejandro l'Américain. Vous savez tous qui vient de remporter le titre cette année. C'est les Seattle Sounders. Oui, contre Toronto, franchise canadienne, rival donc de l'Impact de Montréal. Oui, non, mais on a tendance à se moquer un petit peu du football en Amérique du Nord, mais il faut reconnaître que, alors qu'on a vu par exemple les Cannes avec des stades quasiment vides tout le temps, la Gold Cup qui est un peu l'équivalent de la Cannes dans l'hémisphère nord de l'Amérique, c'est souvent des stades de 60 000 places qui sont remplis à ras-bord. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui suivent le football. Les États-Unis vont organiser la Coupe du Monde en 2026, donc il y a à l'horizon quelque chose d'important qui approche et qui va encore booster, je pense, le football. Et puis, il y a David Beckham, par exemple, qui est en train de préparer un nouveau club qui va être basé à Miami et qui va attirer sûrement un jour ou l'autre un Suarez, voire peut-être un Messi dans quelques années. Donc là, on parle de Cavani pour remplacer Zlatan à Los Angeles. Donc quand même, des stars continuent à atterrir. Oui, mais elles arrivent toujours un peu en fin de carrière. Oui, mais il ne faut pas oublier que le football se mondialise. Ce que les gens ne faisaient pas il y a 20 ans, par exemple, quand il y a 30 ans, j'ai débuté. Oh là là, ça fait longtemps cette affaire. Non, mais quand j'ai débuté, personne n'allait, par exemple, en Allemagne. Aujourd'hui, vous avez plein de joueurs qui vont en Allemagne, même peut-être à l'époque d'Habib. Si on dit, tiens, tu es à la Bundesliga, un club de Bundesliga. Alors, non, je ne vais pas mettre les pieds là-bas. Aujourd'hui, là, vous parlez d'un pays de football. Oui, mais la mondialisation fait qu'à un moment, il y a des gens qui vont aller aux États-Unis, il y a des gens qui vont aller ailleurs parce que c'est un métier comme un autre. Et bon, on va chercher aussi de l'argent et on en a là-bas. Et puis la passion, il se passe quelque chose aussi autour du football. Moi, je crois beaucoup, vous savez, l'évolution d'un football qui serait plus mondialisé. On va leur envoyer Rémi Ngono, ils vont voir ce qu'ils vont voir.
les Américains. Vous en pensez quoi de ce passage de Zlatan et de ces grandes stars qui s'exilent aux États-Unis pour développer une ligue qui, si j'en crois Abibay, ne se développe pas tant que ça? Ah non, depuis Beckenbauer. Donc, s'il faut. Allez, on monte loin là. Donc, s'il faut parler de Zlatan, moi, de toutes les façons, je sais que là-bas, c'est déjà une maison de retraite. Donc, les maisons de retraite, on ne fait pas la promotion de ça. Donc, bon. Donc, maintenant, on me dit. Sauf quand vous partez en retraite. Et vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de promotion non plus. Vous partez, vous y réfugiez et vous devez rester dans l'anonymat le plus absolu. Donc, lorsque je vois Zlatan qui est en train de faire là, et comme mes prédécesseurs l'ont souligné, il n'a pas gagné. C'est ça que j'attends. C'est-à-dire que Zlatan est quand même arrivé dans un club comme le Barça qui avait tout pour qu'il puisse gagner. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions et puis on s'est débarrassé de lui. Il était au Milan, il n'a pas pu gagner quelque chose. Il est venu à Paris. Voilà, il a fait dépenser 300 millions d'euros à Paris en 4 ans, avec les impôts compris. Il n'a pas gagné. Ils n'ont jamais eu de si bons résultats. Il est arrivé à Manchester United, il a dit qu'il était revenu ceci et cela, et tout avec Mourinho et tout. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup de shows et des résultats plus discutables. Voilà, et même quand il n'est pas en équipe nationale, même en équipe nationale, est-ce que son pays a disparu? Quand vous dites c'est un grand joueur, moi j'ai vu Cristiano Ronaldo, un grand joueur qui a pu gagner des choses avec le Portugal qui n'avait pas de... Il a gagné beaucoup de championnats, il a gagné beaucoup de championnats nationaux, c'est pas rien. Il a gagné tous les championnats où il a joué. Dans son pays, sauf les États-Unis. Donc, à cet instant, quand j'ai dit que ce soit avec Paris, on attendait qu'il gagne la Ligue des Champions, qu'aux États-Unis, on attendait au moins qu'il remporte le championnat. Et maintenant, il dit, je suis venu, j'étais le Messie, je m'en vais, adieu, fermé, je pars au paradis, et vous restez en enfer. Mais attendez, Zlatan Ibrahimovic aujourd'hui, il fait beaucoup de choses, mais il n'y a pas de résultats. Et comme le dit un proverbe africain, on ne juge pas un éléphant par le bruit. Le temps passe vite dans ce cas. C'est pas mal ça comme proverbe, je ne connaissais pas. C'est pas mal du tout. De quelle région d'Afrique Puisqu'on... l'Afrique, c'est un continent, un village. Oui, mais donc, quand on dit les frontières sont les cicatrices de l'histoire. C'est pour ça qu'il dit toujours proverbe africain et non proverbe ivoirien, camerounais et tout. Très bien, bon bah super cette petite parenthèse. J'enchaîne quand même un petit peu, ça vous dérange pas, puisqu'on parle de personnages en fin de course. Alejandro, vous n'êtes pas en fin de course. Vous n'êtes pas en fin de course. Vous êtes néanmoins la seule personne au monde à pouvoir déchiffrer l'intitulé du poste attribué à Arsène Wenger au sein de la FIFA. On avait annoncé pour le technicien français, ancien coach bien sûr d'Arsenal, une arrivée triomphale au Bayern de Munich et finalement il débarque plus discrètement dans l'organigramme de la Fédération internationale, directeur du développement du football mondial au sein de la FIFA. On l'écoute, donc le nouveau directeur du développement du football mondial au sein de la FIFA. Je souhaite partager mes connaissances sur un sport que j'adore. Peut-être que la FIFA est l'un des meilleurs endroits pour y parvenir, car le football a de grandes responsabilités. L'une de mes responsabilités sera le développement du football masculin et féminin. C'est quelque chose de prédominant. J'aimerais aussi contribuer à l'amélioration de l'encadrement sportif dans le monde entier et de son efficacité. Des recherches sont à faire. J'ai toujours pensé qu'au siège de la FIFA, ils avaient une grande responsabilité quant au fait de rendre les entraînements plus efficaces. Comment rendre l'entraînement des jeunes plus efficace pour qu'ils puissent développer leur talent. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Je suis convaincu que la FIFA a une responsabilité et qu'elle peut faire une différence. On n'est pas loin du son le plus ennuyeux jamais diffusé dans Radio Foot, mon cher Alejandro. Ah non. La traduction est parfaite. Il ne peut pas faire des miracles, notre ami Pierre Guérin. Qu'est-ce que c'est le directeur du développement du football mondial au sein de la FIFA? Ce n'est pas rien. Je pense que c'est un poste taillé à la mesure d'Arsène Wenger. Il aura quand même la main sur beaucoup de choses, sur le développement des compétitions, sur le jeu, sur l'évolution des règles du jeu. C'est lui qui va, par exemple, gérer les rapports entre la FIFA et l'International Board, qui est dépositaire des règles du jeu. Les développements du football masculin comme du football féminin dans le monde, c'est une priorité aujourd'hui pour la FIFA qui veut conquérir de nouveaux territoires. On sait qu'il investit actuellement beaucoup la Chine et l'Asie en général, mais l'objectif est d'aller plus loin, de conquérir des pays comme l'Inde, comme d'autres régions du monde qui ont encore du mal à
à mettre le football à son niveau. La seule chose par rapport à son prédécesseur à ce poste, qui était Zvonimir Boban, c'est que lui, il avait un rôle beaucoup plus politique au sein de la FIFA, aux côtés de Gianni Infantino. Là, Wenger va rester dans un rôle plus technique, mais qui est important. Et je pense qu'il a vraiment les qualités pour occuper très bien ce poste. Le problème, c'est que nous, Français, on l'attendait de retour sur un banc de touche. Est-ce que cette nomination au sein de la FIFA, elle marque la fin de la carrière d'entraîneur d'Arsène Wenger, qui n'est plus tout jeune, il faut le rappeler, Habib Bey? Mais en fait, je ne sais pas si quelqu'un voulait le voir ailleurs qu'à Arsenal. Il a construit quelque chose de tellement immense et qu'on sait que c'est un bâtisseur. On ne voulait pas le voir sur une mission très courte d'entraîneur comme ça. Donc, je trouve qu'on en parlait avec Hervé. Je crois que ce poste est taillé en fait parfaitement pour Arsène Wenger. C'est quelqu'un qui a des connaissances sur le football. C'est un sage. Oui, et puis il a connu le football des années antérieures. Et quand je dis antérieures, c'est-à-dire un football qui était différent, un football qui se modernise par les lois du jeu, qui se modernise par les outils. Et je trouve qu'avoir un regard comme le sien, avec ses connaissances, sera précieux pour la FIFA, en espérant qu'il ne rentre pas dans ce moule un peu FIFA où tout est un petit peu aseptisé et qu'il puisse lui apporter son point de vue, sa vision, et que la FIFA tire de toutes ses connaissances un vrai profit. Hervé Penaud. Vous savez, il a tout fait, il a tout connu. C'est-à-dire qu'il a connu le monde ancien, on va dire, et puis le monde nouveau, et en étant toujours à la page. C'est ça qui est intéressant. Il était une sorte de pionnier, par exemple, quand il allait au Japon, personne n'y allait à l'époque. Bien au sûr, milieu des années 90. il a à peu près tout fait, et surtout, il a toujours été à la page. Ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a évolué avec son sport et avec son temps. Et moi, ce que j'espère, surtout, c'est, en dehors de son rôle purement entre le board, etc., c'est qu'il explique et qu'il donne aussi tout ce qu'il a fait pour le football, c'est-à-dire tous ses plans d'entraînement. Il a toujours une vision en avance sur le football. Par exemple, c'est celui qui cherchait toujours à améliorer la qualité du footballeur via, par exemple, l'utilisation de beaucoup de sports différents. Est-ce que c'est pas dommage qu'il n'entraîne plus? Parce que là, on a quand même l'impression qu'à 70 ans, c'est fini sa carrière d'entraîneur. Prenons la CAF, par exemple. Quand vous avez quelqu'un comme ça qui est au-dessus, qui peut venir donner des conseils, donner des plans d'entraînement à pas mal d'instructeurs locaux, mais c'est magnifique. C'est-à-dire que là, vous avez le top du top en ce qui concerne la qualité de l'entraînement et la vision du football. Moi, je pense que tout le monde peut se nourrir de ce qu'a fait Arsène Wenger. Donc, moi, je le vois sur un plan purement technique, déjà, quelqu'un qui peut être immense pour l'organisation et pour le football mondial. Parce que, vous savez, il faut bien se rendre compte que ce genre de personnage, il peut aider ailleurs. Pas simplement parce qu'on voit trop souvent le football sur l'Europe. Vous voyez trop souvent le football en Europe. Moi, personnellement. Oui, absolument. Il faut le regarder. Le football est mondial. Rémi Ngono. Je ne trahis rien en disant que vous avez un petit peu rigolé en entendant Arsène Wenger. Ah oui, parce que la FIFA ne cessera de me surprendre. Parce que là, Arsène Wenger... Et vous aimez beaucoup Arsène Wenger? Ah oui, surtout, il va, comme j'aime Maradona. Vous voyez les gens qu'on nomme à la FIFA. Maradona, Arsène Wenger. Voilà. Tu fais quoi la FIFA? Attendez, et maintenant, avec nos médias, c'est quelqu'un qui a toujours été à la page, c'est quelqu'un qui a toujours été à la page, mais attendez, oui, j'ai dit 2 fois, toi 3. Attendez, s'il était à la page, Arsenal sera à la page. Arsenal est resté dans la page de l'histoire ancienne. Donc aujourd'hui, même au niveau du football, quand on parle du développement, de la façon de voir le football... Il a développé Arsenal comme personne n'a fait. Il a rendu ce club ultra riche. Il a construit un stade exceptionnel. Et aujourd'hui, les revenus d'Arsenal sont à créditer... Mais vraiment à mettre au crédit d'Arsène Wenger, c'est que tu parles de résultats, il a eu beaucoup de résultats avant, peu moins après, mais oublie pas une chose, c'est qu'ils ont moins dépensé pour pouvoir construire un stade et faire d'Arsenal un club ultra riche aujourd'hui. Et tu ne peux pas juger Arsène Wenger que sur les titres et que sur le sportif, tu dois juger sur son aspect global parce qu'il était un manager, un bâtisseur, et il était très très bon sur cet aspect. Et il a gagné des cups, n'oublie pas. Et puis même les titres, le titre des Invincibles en 2004, c'est pas rien. Cet entraîneur qu'il est en train de vanter, et que lui, il critique souvent un autre qu'on appelle Mourinho. Mourinho a remporté la Ligue des Champions avec Porto. Maintenant, il veut me faire comprendre que Arsène Wenger, qui du haut de toute sa grande carrière n'a pas pu remporter cela. Il me dit, il a conçu des stades, ce n'est pas son argent, monsieur. Et au-delà de ça, je peux vous dire, Arsenal n'est pas le club le plus riche. Et quand vous regardez Manchester United, mais attendez, laissez ça. C'est pour ça qu'on l'a viré. Il y a beaucoup d'équipes qui sont devenues riches, il y a beaucoup d'équipes qui font du bon business. Et quand je vois ce qu'on me vante chaque fois en France, il a rendu Arsenal riche. C'est comme si il n'a pas pris Arsenal. Pendant 19 ans, il n'a pas pris Arsenal en deuxième division, monsieur. Pendant 19 ans, il a mis Arsenal en Ligue des Champions. Pendant 19 ans de suite, même 20 ans je crois, il a mis Arsenal
en Ligue des Champions tous les ans. En longévité, tu as lui et Alex Ferguson. En longévité d'entraîneur sur un banc. Tenir 20 ans dans une équipe qui a des objectifs aussi élevés et mettre son équipe tous les 4 ans, pendant 20 ans, en Ligue des Champions, c'est déjà un palmarès. Ah oui, et moi, j'ai jamais critiqué Mourinho sur le fait qu'il ait gagné des Ligues des Champions. Ah oui, j'ai dit que dernièrement, il avait perdu le fluide de ses équipes. Mais j'ai un grand respect pour Mourinho. Rester 19 ans à la tête d'un club, c'est exactement comme un chef d'État africain qui reste 40 ans dans un pays sans construire d'autoroute. Là, il a construit des choses. Justement, il a construit des choses. Il n'a pas gagné une Ligue des Champions. Mais parle-moi de la qualification dans la vie. Et tout. Donc aujourd'hui, j'ai dit, parler du développement de ceci et cela, pendant que Zinedine Zidane arrive, il me gagne 3 Ligues des Champions, et on me dit, Arsène Wenger, il a vu une vision magnifique, il va enseigner le football à plein de gens. Tu penses qu'Arsène Wenger a pas fait plus que Zidane dans le football? Enfin, attendez, qu'est-ce que même s'il a gagné 3 Ligues des Champions. Qu'est-ce que Arsène Wenger a? Si on met la hiérarchie, Arsène Wenger au-dessous de Zinedine Zidane, point final, on regarde les titres. Mais c'est là le problème. Ton problème, c'est que tu veux comparer Wenger et Zidane. C'est pas là le débat. Le débat est de dire qu'il a été un bâtisseur et qu'il sera peut-être un bâtisseur pour la FIFA. S'ils peuvent ressortir cette qualité chez lui, moi je trouve que c'est une bonne nomination. Un peu de respect pour Arsène Wenger, mon cher Rémi Ngono. Attendez, le dessert, le dernier service du Café des Sports, les cartons. Pour toi, Di Matteo. Carton jaune. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. On pourrait faire une émission entière, j'ai l'impression, sur Arsène Wenger. Allez, les cartons, jaune, rouge ou vert, si vous êtes bienveillant, mon cher Habibey. Carton jaune, on va dire proche du vert, proche du rouge. Pour le VAR, parce que ça commence à devenir très polémique. Et en plus, M. Garibian ne s'est pas aidé en disant que le but... justement, le penalty de Dimitri Payet n'aurait pas dû être validé. Je trouve qu'il faudra à un moment donné que tout ça se clarifie. J'étais un fervent supporter du VAR et je trouve qu'il y a de plus en plus de polémiques et des polémiques qui ne devraient pas avoir lieu, justement. C'est-à-dire que, ok, qu'il y ait des problèmes d'interprétation, on l'a tous compris. Mais là, on arrive à des problèmes qui sont beaucoup plus importants sur le VAR, c'est sur l'outil. C'est-à-dire l'outil en lui-même. Et ça devient problématique parce que ça va mettre de plus en plus de confusion. Et il ne faudrait pas que ça soit difficile à continuer, en tout cas pour les instances, de mettre cet outil en place. Voilà, je suis encore un fervent supporter du VAR, mais il faudra vraiment clarifier les choses dans le futur et que ceux qui décident restent les décideurs et ne viennent pas justement intervenir dans des décisions d'arbitre qui fragilisent en tout cas le corps arbitral. C'est ce qu'a fait M. Garibian en disant que le premier but de Marseille n'était pas valable, même si c'était le cas. Hervé Penaud. Ah bah moi, petit carton rouge, on est sur les foot africains pour moi. Hein. Donc carton rouge pour les dates FIFA, les dates des matchs éliminatoires 2021. C'est-à-dire qu'effectivement, les dates débutent du mercredi. La FIFA, vous pouvez avoir un match le mercredi. Mais enfin, on sait très bien qu'il y a des spécificités liées aux conditions africaines qui font qu'il y a certains matchs qui ne peuvent pas avoir lieu le mercredi. Donnez au moins le jeudi. Je veux pour preuve l'exemple Nigeria-Bénin. Gernot hier dans RFI sans il a 100% raison. Vous avez 2 entraîneurs, Gernot, Michel Dussuyer, qui ne veulent pas jouer le mercredi. Parce que pour eux, il vaut mieux jouer le jeudi. Ils ont récupéré, alors imaginez Dussuyer, les joueurs, entre le dimanche, le lundi, le mardi, vous partez. En plus, il y a eu des problèmes pour Alaouio, mais ça, c'est encore un autre débat. Et vous avez le match le mercredi. Donc en gros, vous n'avez pas du tout travaillé avec votre équipe. On aurait pu lui donner une latitude au moins de 24 heures à certains. Rémi Ngono. Carton vert, même comme ce n'est pas ma page Facebook qui est actuellement un peu bloquée. Bon, voilà. 20 secondes. C'est facile. Ah oui. Donc, à Cristiano Ronaldo, on n'a pas fait de débat sur lui aujourd'hui avec le triplé quand même. Et elle aurait fait très content parce que je sais que c'est lui qui a fait que ça disparaisse du sommet. Donc, 98 buts avec Cristiano Ronaldo. Donc, 9 là avec le Portugal. Et pour LRF, je voulais juste te donner une consolation. C'est que de 2017 en 2019, Messi a marqué 10 buts avec l'Argentine. Cristiano Ronaldo, rien que en moins d'une année, c'est 13 buts avec le Portugal. Merci et excellent week-end sur RFI.